On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour évoquer l'état de la menace terroriste dans notre pays. On est toujours avec Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferjou et François Pupponi. On a été rejoint par notre invité Marc Trévidic. Bonsoir. Bonsoir. Ancien juge antiterroriste. Merci beaucoup d'être là. On va parler des menaces qui ont frappé un certain nombre de lycées parisiens, mais aussi à Saint-Malo. Et aussi de cet attentat qui a été déjoué il y a quelques jours. Un homme de 62 ans, sympathisant de Daesh, a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminel. Il a été écroué après son interpellation par la DGSI. Il projetait de perpétrer un attentat contre une église. Les investigations se poursuivent. On fait le point avec Marie-Victoire Dieudonné et je vous passe la parole, Marc Trévidic. La menace terroriste est toujours présente en France. Un homme de 62 ans a été mis en examen le 8 mars dernier en région parisienne pour association de malfaiteurs terroristes. Partisan de l'idéologie djihadiste, il est soupçonné d'avoir projeté une action violente contre un édifice religieux. Selon nos informations, il s'agirait d'édifices chrétiens. L'enquête a été pilotée par le parquet national antiterroriste. Le suspect a été placé en détention provisoire. Gérald Darmanin a salué cette arrestation. Bravo à nos services de renseignement et plus largement aux agents du ministère de l'Intérieur qui ont une nouvelle fois interpellé un individu suspecté de préparer un attentat sur notre sol. Merci à eux pour leur vigilance de chaque instant. Il s'agit du deuxième projet d'action violente déjoué par la DGSI depuis le début de l'année. Marc Trévidic, on est face à une résurgence de cette menace. Là, quand on voit cet homme, 62 ans, on se dit que ce n'est pas un débutant. Oui, 62 ans, c'est plutôt rare. C'est très largement au-dessus de la moyenne d'âge habituelle qui a plutôt tendance à baisser dans toutes les dernières affaires, notamment des mineurs, puisque avec une affaire à Bruxelles, on a arrêté en France des mineurs de 15-16 ans à peu près. C'est très jeune pour nous. Voilà, 62 ans, c'est hyper rare. C'est très très rare. Ça veut dire quoi alors ? Alors ça veut dire soit c'est quelqu'un qui a une grande expérience du djihad, du terrorisme et qui a déjà un passé, un palmarès assez important, soit c'est quelqu'un qui est arrivé d'ailleurs, et qui est venu en France il y a quelques temps s'implanter, et qui était déjà radicalisé ailleurs. Je pense que ça doit être l'un ou l'autre. Mais je ne vois pas d'autres profils possibles. Mais c'est le deuxième attentat, je le disais, déjoué sur le sol français depuis le début de l'année. Donc ça veut dire que quand même, il y a encore des cellules actives, il y a des gens qui peuvent passer à l'action ? Alors, cellules. Oui, alors cellules, ça suppose d'être plusieurs. Vous avez raison. C'est vrai qu'il est mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, donc on ne s'associe pas tout seul. Très logiquement, l'enquête va se poursuivre et il ne devrait pas être tout seul à avoir eu ce projet, puisque on a aussi une infraction d'entreprise individuelle, donc on peut très bien avoir aussi cette infraction. Donc ça, c'est le premier. Et puis à 62 ans, on ne fait pas les choses tout seul, je ne pense pas trop. De façon pulsionnelle, c'est plutôt les très jeunes. Donc je pense que ça doit être un vrai projet pour le coup. Et maintenant, cellules, c'est pas non plus des très grands groupes, encore qu'on voit émerger, puisque c'est plutôt calme sur ce terrain-là des grandes opérations, mais c'est inquiétant de voir ce panel entre de 15 ans à 62 ans. Et avec là, pour cible, église ou édifice religieux chrétien en région parisienne. Oui, c'est très particulier. C'est pas vraiment une priorité, généralement. Il y en a eu, bien entendu. On a eu des attentats, y compris dans une église. Mais les édifices religieux ne sont pas dans les principales priorités, puisqu'il y a des cibles plus traditionnelles, l'armée, policiers, évidemment, confession juive, etc. C'est pas dans les dans les habitudes du terrorisme islamique. On va peut-être évoquer ce qui s'est passé dans les lycées, peut-être plusieurs dizaines de lycées en région parisienne, puis un à Saint-Malo, envoi de menaces, messages de menaces, avec à la clé des vidéos de décapitation et un message très clairement inspiré de l'idéologie islamiste de Daesh. Le 21 mars, je ferai exploser l'établissement tout entier, je décapiterai tous vos corps de koufars pour servir Allah le Tout-Puissant qui règne sur le monde. Ça, c'est plutôt la signature des islamistes ? C'est compliqué. Alors, ce n'est pas des simples alertes à la bombe, ou j'allais dire à des menaces en l'air, puisque c'est quand même appuyé par des vidéos quand même très, très précises. Donc c'est le cran au-dessus. Le langage n'est pas vraiment quand même islamiste. Je trouve. Bon, bien sûr qu'il y a le mot koufar, je sais bien, mais finalement on envoie ces menaces-là, on sait qu'il ne va rien se passer. Donc on sait tout de suite qu'on va savoir que c'était des menaces en l'air. Je me demande si c'est pas une sorte de test quand même. Un test.
On peut se poser la question tout de même. La réaction, vous savez qu'on peut aussi instiller un climat de terreur avec ce genre de choses. Si ça se répète trop souvent jusqu'aux Jeux Olympiques, on peut quand même installer... C'est une sorte de terrorisme soft. Vous avez raison. Les menaces de mort, d'égorgement, ça reste du terrorisme. On veut terroriser quand même et on le fait de façon soft, sans avoir besoin de s'exposer particulièrement. Ce sera important qu'on les trouve assez vite. Une question de Louis Dragnel. Marc Trévidic, il y a une question, vous qui êtes magistrat. Est-ce qu'un magistrat peut se dire, moi ça me paraît peu suspect, donc je prends un risque, mais je considère que c'est un canular, on va envoyer peut-être un équipage de police, mais pas plus. En fait, c'est un peu ça aussi la question, le test qu'essaye de provoquer ceux qui nous défient. Surtout quand il y en a beaucoup, parce qu'au bout d'un moment, inexorablement, on baisse la garde. Il y avait eu beaucoup d'alertes à la bombe, vous savez, des châteaux de Versailles, mais il y avait aussi des aéroports, etc. Avec énormément de problèmes, c'est que ça a un coût énorme de sortir tout le monde de Orly. Voilà. Et il y a eu des moments où la menace n'a pas été jugée sérieuse et on n'a pas évacué. Donc, plus il y en a, plus il risque d'y avoir une décision de ne pas évacuer. C'est un peu l'histoire de crier au loup trop souvent. On est bien d'accord. Voilà, c'est exactement ça. Donc si ça perdure, attention, parce qu'on risque effectivement de ne plus prendre au sérieux l'appel au loup. Et puis si un jour l'appel au loup est réel, il y a un risque. J'en sais rien. Je dis simplement il faut faire attention à ça, effectivement. François Pupponi ? Juste, effectivement, on voit bien que depuis quelques semaines maintenant, la montée en puissance des cyberattaques, des ministères ont été attaqués la semaine, et le risque sur les services d'enseignement, c'est que ça se perpétue jusqu'aux Jeux Olympiques et pendant les Jeux Olympiques. Parce qu'effectivement, ça peut provoquer des réactions de foule, etc. On ne sait pas à qui l'air, mais sur des enquêtes comme celle-là, je suppose que si les gens font bien les choses, pour ceux qui les font, c'est extrêmement compliqué de remonter. Enfin, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant quand on arrive à savoir exactement qui est derrière. Oui. Si ça dépend du degré de professionnalisme. Bien sûr. Alors, comme il y a des vidéos, etc., je pense que c'est pas juste des plaisantins. Oui, voilà. oui. C'est ça le problème. D'autre part, on peut avoir des surprises. Ça peut ne pas être des islamistes derrière. Il ne faut jamais oublier que tout ce qui est qui n'est pas signé, j'allais dire, les volontés de déstabilisation d'un pays, que ce soit pendant les Jeux Olympiques ou avant, peuvent venir de plusieurs sources. Et c'est pratique de faire peur avec les islamistes. Donc il faut aussi être très prudent sur ce genre de choses. Jean-Sébastien Ferjou ? Pour parler clairement, justement, parce que ce que vous évoquez en creux, c'est, on le sait, la Russie ou d'autres, la Chine ou d'autres, l'Iran ne sont pas tentés, d'ailleurs jouent des stratégies de déstabilisation. Est-ce qu'au-delà de la déstabilisation, les services antiterroristes ont pu repérer carrément des convergences actives, c'est-à-dire finalement des coopérations entre certains régimes autoritaires et des groupes islamistes ? Le problème, c'est que ça serait revenir à l'époque du terrorisme d'État. J'ai tendance à vous dire qu'il y a toujours un risque. Non, mais le terrorisme palestinien avait beaucoup été instrumentalisé par les services soviétiques. Ah bah complètement. C'était la guerre froide et ils étaient complètement utilisés. Ils étaient d'obédience marxiste-léniniste, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais l'Iran a utilisé l'arme terroriste aussi. Beaucoup d'États. La Syrie, l'Irak ont utilisé Groupe Abu Nidal aussi, etc. Donc il y a eu beaucoup d'États qui utilisent la méthode terroriste qui consiste à faire passer un message clair à l'État, pas forcément à la population. Un État qui est contraire à ses intérêts à un moment donné. Donc on n'est jamais à l'abri qu'un État utilise des groupes terroristes, alors soit des existants, soit en fabrique, soi-même, pour arriver à faire quelque chose. C'est très inquiétant, parce que c'est une guerre larvée, c'est pas une guerre froide, c'est une guerre mi-chaude. Marc Trévidic, vous avez quitté le pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris juste avant la vague d'attentats de 2015. Vous parlez maintenant d'une menace terroriste pérenne dans notre pays. Et vous dites, il y a des menaces qui vont peser pendant les JO, mais en réalité, c'est tout le temps. Parce que les grands attentats sont survenus à des moments où on ne s'y attendait pas. C'est ça, la réalité ? Oui, c'est pour ça que c'est aussi une sorte de mise en garde, en fait. C'est de dire, attention, on met le paquet, c'est logique. Pendant les Jeux Olympiques, j'aimerais pas être préfet, clairement. Parce que c'est un enjeu. Mais n'oublions pas quand même qu'en face, ils sont pas forcément bêtes et qu'ils peuvent vouloir taper à des périodes où la France est moins protégée. Donc on est obligé de prévoir sur le long terme les effectifs nécessaires, les moyens de lutter contre le terrorisme. Et voilà, il faut faire attention de ne pas trop focaliser. Il faut évidemment les Jeux Olympiques, mais
avec des moyens d'action à plus long terme. Voilà, comme je dis, avec un tout petit peu d'ironie, il ne faut pas que tous les policiers soient en vacances le dernier jour après le dernier jour des Jeux. Ça, voilà. Donc c'est très compliqué, effectivement. Ça va devenir... voilà, on veut vraiment éviter quelque chose pendant les Jeux, mais attention. Et dans les grandes forces terroristes qui peuvent encore passer à l'action de façon coordonnée, il y a quoi? Il y a Al-Qaïda, l'État islamique qui sont toujours actifs? Ouais. Vous pouvez faire beaucoup de dégâts avec 4-5 personnes un peu organisées en France qui voudraient passer à l'action, même sans avoir de lien avec l'État islamique, même sans avoir de lien avec Al-Qaïda. Hein. Je prends toujours l'exemple le plus frappant, c'est quand même la promenade des Anglais à Nice. Hein. Voilà. Malheureusement, les moyens de tuer les autres êtres humains sont assez développés dans notre société moderne. Donc voilà, on peut avoir ce phénomène aussi de se dire 3-4 copains bien radicalisés. Il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher aujourd'hui un appui logistique ailleurs. C'est plutôt ça que je vois comme menace la plus importante. Effectivement, peut-être une question de Louis de Ragnel pour... Non, moi, la question que je me posais en vous écoutant, c'est en fait, les Français ne se rendent pas très bien compte des seuils qu'on est en train de franchir et du fait qu'on est en train, effectivement, de plonger un peu dans cette menace permanente où, là, cette fois, c'est les écoles avec des policiers maintenant qui sont quasiment envoyés systématiquement en nombre avec des chiens pour renifler les explosifs. Et en fait, progressivement, tous les champs de notre vie sont en train de perdre une forme de liberté, d'insouciance, et on a du mal à en prendre conscience et à se dire que, voilà, et je suis pas en train de reprocher les dispositifs policiers, mais je pense que une partie du mal-être de la société vient aussi du fait qu'il y a une espèce de peur, on vit dans la peur d'absence de protection sur plein de sujets, dont ce sujet-là, qui est la menace terroriste qui plane en permanence. Vous avez 100% raison, j'étais au parquet antiterroriste quand on a commencé à enlever ses chaussures pour prendre l'avion, parce qu'en 2002, Richard Reid avait essayé de faire exploser le Paris-Miami. Moi, j'étais au parquet antiterroriste, je faisais l'islam radical, et j'ai vu immédiatement déjà, voilà, des choses qu'on ne sait pas avant. Et maintenant, chacun prend l'avion, et finalement, c'est rentré dans la vie quotidienne. Et petit à petit, on se fait bouffer. À se faire intégrer des choses de sécurité dans la vie quotidienne. Je pense que c'est pas demain que ça va s'arrêter, mais c'est vrai que c'est assez... Je rebondis sur ce sujet-là, on avait ce débat-là tout à l'heure. En fait, la tentation du gouvernement, typiquement pour les menaces devant les écoles, qu'elles soient des simples agressions, entre guillemets, ou des menaces terroristes, tous les gouvernements peuvent avoir la tentation de se dire, bon ben on va mettre une équipe de 3-4 policiers systématiquement devant tous les établissements. On va mettre des vitres blindées devant tous les établissements. Et en fait, petit à petit, on a l'impression que la seule solution est simplement de se protéger en mode défensif. Et du coup, la société perd de son offensivité. Mais oui. La réaction à avoir avec ça, c'est qu'il faut vivre normalement quand même, le plus possible. Non, mais oui. Ça crève à des mécoms. Oui, mais enfin, je le dis toujours aussi. Moi, j'ai quand même plus peur de la criminalité de droit commun statistiquement. J'ai plus peur qu'il arrive un truc à ma fille quand elle rentre tard le soir. Et c'est une réalité. Et n'oublions pas ça aussi. On n'est pas dans une société qui est très sûre. Et il n'y a pas que le terrorisme. Il y a d'autres menaces. On s'en accommode. On est obligé de s'en accommoder. On a l'habitude de s'en accommoder. On peut être agressé, on peut être volé, on peut être cambriolé, on peut être malheureusement violé pour les choses les plus graves, on peut être tué. Je suis président de cour d'assises maintenant, je le sais bien. Il n'y a pas que le terrorisme. Et le terrorisme reste une menace qui nous bouffe, parce qu'on en parle tout le temps, mais qui reste réduite statistiquement. Un tout dernier mot, parce que vous avez évoqué le fait que vous êtes magistrat. Ouais. Les magistrats de Marseille, il y a 15 jours, ont fait un constat extrêmement clair sur le fait que Marseille était en train d'être perdue. La bataille contre le narcotrafic était en train d'être perdue. Ils se sont fait remonter les bretelles par le garde des Sceaux, parce qu'ils ont peut-être dit la vérité. Un magistrat doit pouvoir dire ce qu'il vit tous les jours, lui. Oui, complètement. Dans son tribunal. Magistrat, il doit pas... Moi, je ne fais pas de politique, par exemple. Je ne vais pas vous dire mes opinions politiques et choses comme ça. Ça intéresse personne. Ce que je veux dire par là, je ne vais pas sortir de mon domaine. Mais dans mon domaine, c'est mon devoir de dire si ça ne va pas ou si ça va. Et les magistrats à Marseille ont 100% raison de dire on est en train de crouler, de couler, etc. C'est une réalité. Ils sont responsables en alertant l'État de ça. 100% d'accord avec cette liberté de parole qui est en plus
consacré, en fait. C'est pas du tout... voilà, exactement. Ils ont le droit, parce qu'ils sont confrontés à ça tous les jours, et d'attirer l'attention. Comme un prof peut attirer l'attention dans une école, la sécurité n'est pas préservée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. Et c'est un constat qui peut s'étendre à tout le territoire, pour vous, sur la lutte contre le narcotrafic? Mais oui, la lutte contre le narcotrafic, c'est quoi? C'est des années, plein d'argent. Il y a qu'à voir les Américains avec les Colombiens, etc. En pure perte, ils n'ont jamais réussi. On n'y arrive pas. Il faut être lucide. Il faut essayer d'innover. Il faut essayer de comprendre exactement ce qui se passe, voir où est la demande, et puis surtout, effectivement, trouver éventuellement de solutions, ne pas avoir peur d'innover, de regarder chez les voisins ce qu'ont donné ou pas donné des formes de légalisation, de distribution, etc. C'est quand même important. Aussi, faut être lucide aussi. On sait par exemple, la plupart du cannabis qui arrive en France vient du Maroc. Enfin, très franchement, surveiller la frontière espagnole peut-être. Et ça passe par camion entier entre Tanger et Algeciras. Donc, au bout d'un moment aussi, arrêtons de demander trop aux collègues à Marseille et puis essayons de voir un peu autrement comment on peut arriver que toute cette quantité arrive. Ça pousse pas en France, je vous le dis tout de suite. De temps en temps, mais c'est très réduit. Merci pour cette lucidité. Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, c'était notre invité ce soir. Merci Louis de Ragnel, Jean-Sébastien Ferjou, François Pupponi. Dans un instant, Hélène Zélani sur Europe 1 pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.